Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle matinale qui est de nouveau sur l'horaire du déjeuner d'Avocat Lab 92, l'incubateur du barreau, avec Noémie Kemp qui nous avait animé des ateliers pratiques et des webinaires l'automne dernier. Donc on continue un petit peu ce cycle de petites formations pour vous faire gagner en compétences digitales. Nous allons traiter du sujet des newsletters, c'est-à-dire que vous pouvez créer des petites lettres d'infos, des newsletters pour vos clients et aussi surtout peut-être pour vos futurs clients, voilà, pour valoriser votre savoir-faire dans un monde numérique. Donc Noémie va vous expliquer tout ça. Et puis l'idée, c'est quand même d'échanger. Merci aux consoeurs, puisque ce sont que des consoeurs présentes. Donc voilà, l'idée est vraiment de n'hésitez pas à poser des questions, demander de l'aide, enfin des cas pratiques et autres. C'est un atelier pratique, donc il faut qu'il y ait de l'échange et de l'interactivité. Voilà, merci à toutes. Et je te laisse y aller, Noémie. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à toutes, du coup, et merci de passer ce moment avec nous. Je suis ravie de pouvoir venir vous partager mon expérience sur la création de newsletters et j'espère que ça vous donnera quelques pistes par rapport à ce que vous avez envie de faire, que ce soit pour vous ou pour votre cabinet. Très rapidement, pour les personnes qui ne savent pas qui je suis brand et content stratégiste indépendante depuis 3 ans maintenant, ce qui veut dire que j'accompagne les marques dans la définition de leur, stratégie éditoriale et de leur production de contenu, principalement en ligne et à côté de ça, j'ai aussi créé un média qui s'appelle The Storyline. Alors The Storyline, c'est, à la base un podcast qui parle de storytelling des secrets, des marques, désirables aujourd'hui, de ce qui fait en fait, un univers de marques désirables. Mais c'est aussi depuis un peu moins longtemps une newsletter et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en parler. Une newsletter qui va aller décrypter un peu les signaux faibles, que je vois dans certaines industries particulières ou, dans certaines, pratiques du marketing et qui a pour vocation d'aider les indépendants, les créateurs, les entrepreneurs et les marketeurs à adapter leurs pratiques pour les rendre un peu plus, modernes peut-être et un petit peu plus, impactantes en s'aidant, de tout ce qui est nouveaux outils digitaux et nouvelles pratiques du marketing, digital. Et je fais aussi de temps en temps des interventions comme aujourd'hui et j'ai écrit plusieurs guides, toujours, des guides, centrés sur le marketing, sur plusieurs thématiques un peu plus précises. Mais donc aujourd'hui, on est là pour parler du sujet des newsletters. Alors je voulais commencer par enfoncer une porte ouverte et reprendre la définition, que je considère comme un peu old school de la newsletter, parce que c'est important de comprendre de quoi on parle. Initialement, on considérait la newsletter comme une lettre d'information qui était régulièrement envoyée par email à une liste d'abonnés, une liste de diffusion, par une entreprise, et en marketing, une newsletter, autrefois, était à vocation purement commerciale. L'idée de la newsletter, c'était soit d'informer les abonnés, donc les personnes qui étaient des clients ou des potentiels clients de la marque, de certaines promotions, d'opérations commerciales, ou bien, ou bien de petites offres ponctuelles, ou bien d'updates de grands moments pour la marque, ou encore, de partager un contenu éditorial informatif. Par exemple, bah, pour présenter le lancement d'un nouveau produit ou préparer la mise sur le marché, bah, d'une nouvelle offre de service ou d'un produit. Mais ça, c'est plus du tout le cas aujourd'hui et en fait, aujourd'hui, les newsletters ont opéré une forte métamorphose et leur objectif, leur raison d'être même a largement changé ces dernières années. Aujourd'hui, une newsletter, c'est plus du tout ce dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Aujourd'hui, une newsletter, c'est un outil pour créer du lien dans la durée avec son audience et pour éduquer cette audience sur vos domaines d'expertise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Au lieu d'être un outil de promotion, pur et dur et un outil qui est vraiment utilisé d'une manière très descendante, c'est-à-dire moi, marque, je communique et je partage des messages avec mon audience et je lui pousse des promotions et je lui vante les mérites de mon produit. Aujourd'hui, une newsletter, c'est, très, participatif et presque, ascendant comme format. Puisque en fait, c'est une manière pour la marque de montrer qu'elle existe, mais surtout de partager de la valeur à son audience. Donc concrètement,
Ce que ça veut dire, c'est que le contenu des newsletters qui marchent beaucoup aujourd'hui et qui sont suivis, qui sont lus, qui sont plébiscités, il a changé. Il est plus centré sur les produits et les offres de services et on va voir bien sûr tout au long de cette présentation sur quoi il est centré aujourd'hui. C'est l'objectif, de ce moment ensemble. Et donc le format en fait finalement newsletter, il est, non seulement utilisé par les entreprises aujourd'hui, de manière, de plus en plus précise et de plus en plus, efficace, mais il est aussi utilisé par de plus en plus d'individus, des gens, des créateurs, des indépendants, parfois, des salariés, qui, ont envie d'utiliser ce format pour faire valoir leur propre expertise et de travailler leur propre, personal branding, leur propre image de marque. Et donc ce que ça implique, c'est que la concurrence aujourd'hui sur les newsletters, elle est rude. Ceci dit, et c'est quand même un filon intéressant puisque selon, pas mal d'études, dont celle-ci, comme vous pouvez le voir sur cette slide, c'est des chiffres qui sont assez intéressants. Il y a plus d'un tiers des Français aujourd'hui qui sont abonnés à plus de 6 newsletters, ce qui est énorme. Donc en fait, là, j'ai juste pris, ce tiers-là, plus de 6 newsletters, mais aujourd'hui, il n'y a que, entre guillemets, 19 des Français qui ne sont pas abonnés à une newsletter. C'est quand même un chiffre assez, représentatif. Vous, je ne sais pas à combien de newsletters vous êtes abonnés et ce serait intéressant de le partager dans le chat si vous en avez envie. Mais je sais que pour ma part, je pense que je suis abonnée à je pense que je suis dans cette catégorie des 13 abonnés à plus de 20 différentes newsletters. D'une part parce que ça m'intéresse et que c'est un format que j'apprécie, d'autre part parce que ça fait aussi partie de mon travail de faire de la veille. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, du coup suivent fréquemment des marques ou des individus par le biais de ce format emailing. Et ce format, du coup, bah, il amène des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages d'une newsletter, c'est que ça vous permet d'avoir un lien direct avec votre communauté, avec vos clients, avec votre audience prospective, avec les gens qui deviendront potentiellement un jour vos clients. C'est un format qui implique, un rythme, une récurrence. En fait, c'est un rendez-vous, régulier avec, vos membres. Le mot membre n'est peut-être pas le meilleur, avec les inscrits à cette newsletter, donc avec votre audience et c'est un format qui est peu coûteux. Pourquoi peu coûteux? Parce que, bah, aujourd'hui, il y a plein d'outils gratuits qui permettent de créer et d'envoyer sa newsletter et de se constituer une base d'emailing, qu'on va faire grandir petit à petit. Je pense notamment à, bien sûr, Mailchimp que vous devez connaître, mais aussi à un nouvel arrivant sur le marché qui est là depuis seulement, 2019 me semble-t-il, qui s'appelle Substack et qui est un outil qui permet même non seulement de créer sa newsletter et de l'envoyer, mais aussi de la monétiser, c'est-à-dire, de récolter des paiements en échange de l'abonnement à sa newsletter. Donc c'est vraiment aujourd'hui, un outil qui est très accessible même aux gens qui ne sont pas des experts du digital et le format d'email, le format newsletter, il est intéressant parce qu'il permet aussi de structurer de manière claire et organisée l'information qu'on veut partager avec, sa communauté et son audience. Et ça, on va le voir un peu plus en détail dans la présentation. Mais il y a aussi des inconvénients, bien sûr, au format, newsletter et à l'email, de manière, plus générale. Le problème de l'email, c'est que c'est, un format qui est assez saturé. Finalement, cette, statistique qu'on a vue juste avant, elle est à double tranchant. À la fois, c'est un format auquel les Français sont habitués et qu'ils apprécient consommer. À la fois, c'est un format qui est déjà plébiscité par un paquet de marques et du coup, les gens sont déjà abonnés à beaucoup de newsletters et il y a toujours un seuil maximum de newsletters auquel une personne peut être abonnée, pardon, pas habituée, abonnée, avant de lâcher prise et de ne plus vraiment consommer de newsletters et de faire une overdose et donc en fait, si vous voulez, qu'une personne s'abonne à vous, parfois, il va falloir qu'elle fasse un sacrifice et qu'elle se désabonne à une autre newsletter. Alors c'est pas du tout, automatique et spontané, mais les gens sont déjà dans une consommation, tellement excessive ou tellement, volumineuse de contenu que souvent, pour commencer à consommer le vôtre, ils vont devoir, faire, un compromis et peut-être réduire la voilure sur un autre contenu qu'ils sont habitués à consommer. Donc c'est quand même pas forcément facile de s'imposer comme une newsletter de référence auprès de votre audience. Une autre chose qui est vraiment, très, très chiante, si je peux me permettre et qui est, malheureusement, hem, le prix à payer pour beaucoup d'entre nous, c'est, le risque de finir dans le cimetière des spams, comme on l'appelle, et en fait que votre, newsletter, ne soit pas, reconnue comme du contenu légitime ou de qualité par, bah, les boîtes mail des personnes auxquelles vous envoyez votre newsletter et que vous finissiez dans les indésirables.
Il y a bien sûr des techniques pour éviter tout ça, mais ça reste un risque, qui va dépendre, d'un certain nombre de paramètres, mais qui frappe de nombreuses marques, notamment qui se lancent avec leurs newsletters, quand leurs newsletters ne sont pas encore reconnus. Une autre chose à prendre en compte et à garder en tête, c'est que, bah, une newsletter de qualité, ça demande de créer du contenu de qualité, jusque-là tout va bien, et le contenu de qualité, bah, ça demande beaucoup de temps. Donc en fait, si vous voulez lancer une newsletter, il va falloir mettre de côté ce temps que vous allez devoir allouer à la recherche sur les sujets sur lesquels vous voulez vous exprimer, mais aussi la création, la rédaction de cette newsletter, son envoi, le suivi de sa performance. Donc c'est pas quelque chose d'anodin et c'est vraiment, quelque chose qui doit être inscrit dans une réflexion stratégique et justifié par des objectifs marketing que vous avez, marketing et de communication, si vous lancez une newsletter. Et enfin, dernière chose, alors ça, c'est plutôt un «problème de riche» entre guillemets, mais si votre newsletter, attire des lecteurs, c'est qu'elle est qualitative. Mais du coup, plus votre newsletter va sortir, plus les attentes de votre lectorat vont être élevées sur un certain niveau de qualité. Et si un jour, bah, vous avez le malheur, de lancer une newsletter dans le rush, de ne pas avoir le temps de produire et de faire quelque chose qui est un peu moins bien que d'habitude, potentiellement, vous allez avoir plus de désinscriptions que d'habitude parce que les gens, ont été habitués à un certain niveau de qualité qu'il va falloir que vous mainteniez dans chaque édition de la newsletter que vous envoyez. Voilà, maintenant qu'on a brossé, le paysage global des inconvénients et des avantages de la newsletter, si vous êtes encore convaincus, ce que j'espère, c'est, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour lancer cette newsletter. Concrètement, il y a plusieurs étapes par lesquelles il va falloir passer et la première, bah, comme dans tout élément marketing, c'est de définir les fondements, de ce contenu et donc là, en fait, c'est de définir le contenu que vous allez partager dans votre newsletter et son identité. L'identité de cette newsletter, on va le voir après, il est à la fois visuel, heu et et il concerne aussi le contenu, donc c'est à la fois sur le fond et la forme. Mais avant ça, bah, il y a vraiment une première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux lancer une newsletter? Parce que l'erreur que font certaines marques, et un paquet de marques d'ailleurs, que j'ai pu voir, c'est de se dire: «OK, on a déjà un blog, on a les réseaux sociaux, on a, je sais pas, un podcast ou une chaîne YouTube, mais on n'a pas de newsletter. Donc il faut lancer une newsletter». Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore ce format. Ça, c'est un mauvais raisonnement. L'objectif, en fait, derrière le lancement de tout nouveau format, de contenu marketing, c'est qu'il ait une pertinence particulière pour votre, audience, pour les gens que vous ciblez et les gens à qui vous voulez partager ce contenu. Donc, il est important que vous ayez validé la pertinence de lancer une newsletter avant de vous lancer. Et ça, vous pouvez le faire de plein de manières. Ça peut être parce que, les personnes à qui vous vous adressez, donc vos clients par exemple ou, vos futurs clients, ils ont une préférence toute particulière pour la lecture des emails. C'est quelque chose qui est déjà ancré dans leur routine. Le matin, ils se font, une revue de presse, dans leur boîte mail. Ils sont inscrits à plusieurs contenus et ils sont habitués à lire des newsletters. Ça peut être parce que, bah, vos concurrents n'ont pas de newsletter et que c'est une manière intéressante pour vous de vous positionner sur un format qui est innovant dans votre secteur. Ça peut être parce que, hem vous avez, plein de contenus différents à partager et que la newsletter, de par justement, sa capacité à structurer l'information de manière, claire et organisée, bah, vous permet de faire rayonner ce contenu. Donc il y a plein de raisons, mais l'important, c'est d'avoir identifié cette raison et je ne vous inviterai jamais assez à vous poser cette question avant de vous lancer. Pourquoi est-ce que je veux lancer une newsletter? Pourquoi est-ce que je veux lancer, une chaîne YouTube et cetera? Quelle est la quel est l'objectif derrière tout ça? Quelle est la justification derrière, cet objectif? Une fois que vous avez validé la pertinence de lancer une newsletter et ben, du coup, deuxième chose et non pas des moindres, c'est de définir la nature du contenu que vous allez mettre dans cette newsletter. Comme on l'a, un petit peu abordé dans la définition de la newsletter. Autrefois, c'était très simple, c'était soit faire de la promotion, sur, X produits, X nouvelles collections pour les marques B2C ou bien, le lancement de tel service pour les marques en B2B, ou bien, bah, tout simplement les news, parce que c'est un peu le but d'une newsletter initialement, les news de votre cabinet ou, de votre marque. Aujourd'hui, la newsletter, elle a plus vocation à
répondre à des questions que se pose, votre audience et donc à partager des articles experts, à partager des astuces, à partager, des actualités, non pas que de votre marque et de votre cabinet, mais aussi de votre réseau et des gens qui le constituent et donc ça, c'est vraiment un moment important. C'est concrètement dans l'email, quels sont les types de contenus que je vais mettre et pourquoi est-ce que c'est important d'y réfléchir? Parce qu'aujourd'hui, les newsletters, elles sont extrêmement, les newsletters qui marchent plutôt et qui sont suivis et auxquels les gens, vis-à-vis desquels les gens vont développer une certaine forme de loyauté, c'est les newsletters qui ont des formats qui sont récurrents. Donc en fait, à chaque édition d'un newsletter, je sais exactement que je vais avoir, par exemple, je ne sais pas, un profil de leader, de l'univers du droit, un article de conseils sur l'optimisation de ma fiscalité et une revue de presse des actualités de l'univers, du droit. Je dis des bêtises, mais du coup, vous comprenez l'idée, c'est qu'en fait, il faut que, dans chaque édition, il y ait cette récurrence des formats pour que les gens sachent à quoi s'attendre, parce que c'est exactement pour ça qu'ils vont ouvrir votre email et qu'ils vont lire votre contenu. Alors concrètement, quel courrier et que vous pouvez, utiliser dans votre newsletter professionnel et enfin faire valoir plutôt votre expertise. Dans les newsletters, on trouve très souvent des veilles d'articles et de contenus des contenus spécialisés, des récapitulatifs de ce qui s'est passé, bah, dans votre cabinet ou sur votre secteur d'activité, mais de manière centrée, non pas sur vous, mais plutôt sur de quelle manière ça peut être utile pour vos lecteurs. Des outils et des ressources qui sont actionnables et que vous partagez. Un agenda, des événements intéressants pour votre lectorat, typiquement. Ou encore, bah, la présentation de profils inspirants comme des confrères, des consoeurs, des experts sectoriels, des retours d'expérience, sur des clients, pour qui vous avez, particulièrement bien, réussi à négocier sur une affaire en particulier. Donc vraiment l'idée, c'est de partager de la valeur pour, les personnes qui lisent, donc vos clients, vos futurs clients et donc d'identifier de quelle manière, sous quelle forme de bloc de contenu vous allez pouvoir délivrer cette valeur. Une fois que vous avez un peu le «squelette» entre guillemets de votre newsletter avec ces différents blocs de contenu, ben, il est temps de passer un petit coup de polish par-dessus tout ça et de définir la ligne éditoriale, donc vraiment l'identité. Je vous parlais avant d'identité, de fond et de forme. Là, c'est vraiment le moment de définir l'identité de la newsletter, de plusieurs manières. D'une part, l'identité visuelle. C'est très important, que votre newsletter soit, bien travaillée en termes de design et qu'elle accompagne la lecture de la manière la plus fluide et la plus simplifiée possible. Il y a bien sûr aussi l'identité éditoriale, donc ça, c'est ce qu'on appelle la tonalité éditoriale. De quelle, manière vous voulez vous adresser à vos lecteurs? Est-ce que vous allez être plutôt dans, un discours très fort informel, utiliser, potentiellement, le tutoiement, adopter un univers sémantique un petit peu particulier, utiliser l'humour comme code tout au long de votre newsletter ou pas. C'est des éléments qui sont importants à définir parce que, votre lectorat, pardon, va être habitué à une certaine identité dans votre newsletter et c'est la cohérence de cette identité qui va renforcer leur loyauté et leur attachement à ce, format d'email et donc leur envie à les ouvrir semaine après semaine ou mois après mois quand vous les envoyez. Et enfin, c'est important de définir du coup les objectifs de cette newsletter, donc l'impact et la portée que vous voulez avoir sur votre lectorat. Est-ce que la newsletter, elle est plutôt là pour distraire? Alors dans votre cas, bien sûr, j'imagine que ce sera un peu moins le cas, mais est-ce qu'elle est là pour éduquer, vos clients et vos futurs clients sur certains sujets particuliers qui sont vos sujets d'expertise? Est-ce qu'elle est là pour faire rayonner votre marque sur, ces sujets d'expertise? C'est aussi quelque chose qu'il faut définir en amont parce que ça va définir et ça va influencer les blocs de contenu que vous allez partager semaine après semaine. Pour revenir à l'importance du design, donc comme je vous le disais, il y a rien de pire qu'un email, moche. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Il y a rien de pire que des blocs de contenu qui ne sont pas aérés et qui ne sont pas
accompagner visuellement, qui ne sont pas pensés pour accompagner visuellement la lecture, parce que notre œil, a quand même ses limites et n'aime pas, les blocs de contenu homogènes. Il n'a pas envie de lire un texte, complètement, tassé sur lui-même. Alors c'est important d'utiliser l'opportunité, du design sur une newsletter et les outils de création de newsletter l'ont très bien compris et proposent des templates et des formats déjà prédéfinis qui sont très sympas et très faciles à utiliser. Donc pas besoin d'être un Steve Jobs, ou un génie du design pour créer une newsletter qualitative. Mais c'est quand même important de savoir que, bah, le contenu, il doit être hiérarchisé. Donc mettre le contenu important, au début de sa newsletter, parce que les gens vont, principalement lire le début de la newsletter et ensuite décider si oui ou non ils ont envie de lire jusqu'à la fin de l'email. C'est important de mettre les messages principaux en haut de votre newsletter, vraiment au début et de les souligner, heu, avec, bah, soit des visuels, soit des éléments de design, soit des images, des gifs et cetera. En sachant que j'ai lu la semaine dernière que les gifs étaient ringards. Alors, mon cœur se brise parce que je suis une grande utilisatrice de gifs dans ma propre newsletter, mais je préfère poser ça là au cas où vous auriez envie de de vous les approprier aussi. Sachez qu'apparemment, c'est plutôt pour, les boomers et les millennials, mais on fait partie de cette génération, donc tout va bien. Hem 2e chose, c'est important de créer visuellement des blocs de contenu par thématique de contenu, que vous allez partager et de les espacer. Vous pouvez diversifier les éléments visuels, donc utiliser des bannières, des images, des logos, des emojis et c'est, une bonne pratique de mettre en place un code couleur qui soit cohérent avec votre univers de marque, celui de votre cabinet ou même celui de votre marque personnelle si encore une fois c'est votre cas. Ensuite, une fois que, bah, le squelette de la newsletter et son armure, visuelle, son design sont, bien définis et terminés, il va être temps de se lancer et de créer le contenu, mais aussi de, définir à quelle fréquence vous allez partager cette newsletter. Alors très honnêtement, on me pose cette question super fréquemment, à quelle fréquence est-ce que je dois envoyer ma newsletter de marque? Hem Je pense qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Souvent, les marques, envoient une newsletter mensuelle ou bimensuelle et les indépendants aussi d'ailleurs. Je connais des entreprises qui ont même pris le parti d'envoyer une newsletter seulement quand ils ont des choses intéressantes à partager avec leur audience et je pense que c'est la bonne, approche à avoir. Plutôt que de vous contraindre à envoyer un email, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines mais à galérer à trouver des contenus à partager, bah, il vaut mieux en fait accepter de ne pas être, présent de manière régulière, tout le temps dans la boîte mail de votre audience et de vous dire: «Je privilégie la publication de ma newsletter quand j'ai des choses à dire» et c'est quelque chose que j'ai moi-même, expérimenté avec The Storyline, donc ma newsletter, professionnelle et c'est quelque chose qui est très bien accueilli par le lectorat. Donc ne pas se mettre la pression sur la fréquence. Mais si vous le pouvez, une fois par mois minimum, c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est tout à fait, atteignable parce que ça représente, seulement 12 newsletters par an, au final. Mais je sais bien que, le travail peut être prenant et qu'on peut se retrouver un petit peu sous l'eau, et voilà, c'est, pour la fréquence, en tout cas, ne pas se mettre trop la pression, mais essayer d'avoir un un objectif minimum de X newsletters par mois, ça peut être bien, sans avoir des dates précises de publication, en tête. J'avais un exemple que je trouvais vraiment sympa, un exemple, de B2B, que j'avais envie de vous partager, c'est celui de Comptalible, qui est donc un outil de gestion comptable, comme vous l'avez, deviné j'imagine avec ce nom et Comptalibre a une newsletter que je trouve vraiment sympa, qui reprend pas mal, des bonnes pratiques que je viens de vous partager. Hem, Déjà en termes de design, vous allez voir au fur et à mesure des slides parce que j'ai plusieurs screenshots, parce que la newsletter est très, très longue. Mais au-delà du design, en termes de fond, le format newsletter déjà, il est utilisé, entre autres, comme un relais des contenus qui sont produits sur d'autres canaux. Donc comme je vous disais, c'est important de définir l'objectif de la vocation de votre newsletter. Ici, typiquement, la première chose que, Contenu partage dans sa newsletter, c'est le, podcast et donc du coup, non seulement il partage le podcast, mais il renvoie vers, LinkedIn. Donc en fait, ils utilisent, la newsletter comme un relais pour renvoyer les lecteurs vers d'autres, formats
que ce soit celui du podcast ou le réseau social LinkedIn. Et donc, c'est une utilisation intelligente de la newsletter. C'est un endroit pour, en fait, concilier, pas concilier, regrouper plutôt tous ces formats et les organiser, les hiérarchiser de manière claire et structurée. Euh, une autre bonne pratique dans la newsletter, c'est l'utilisation de la gamification, donc du jeu. Et là, on a un jeu concours, faire gagner une Cybertruck Tesla. Alors, je ne sais pas qui l'a gagné et s'ils ont vraiment offert ça à quelqu'un. Et je ne sais pas si la personne a accepté le cadeau, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas la plus belle voiture, de la planète. Mais, c'est une excellente pratique, heu le compte LinkedIn de Contalib, sur les réseaux, sur le réseau et auprès de leur propre, réseau professionnel pour essayer de faire grandir le compte, LinkedIn de Contalib et donc ça, c'est, encore une fois relayé dans la newsletter et c'est relayé de manière un peu drôle, sympa. Je trouve ça hyper pertinent. C'est quelque chose qui a tout à fait sa place dans une newsletter. Il y a la mise en valeur de collaborateurs de Contalib. Donc là, typiquement, Mathieu, product manager. Mais c'est toujours bien, dans une newsletter, de manière générale, d'incarner la newsletter, que ce soit par, la manière dont on l'écrit, donc de la signer avec, un nom, de personne. Moi, typiquement, The Storyline, je signe, avec mon nom, chaque édition. Mais si on n'a pas envie de faire ça et qu'on a envie de créer une newsletter au nom de sa marque, de son cabinet, on peut aussi mettre en valeur des profils de collaborateurs, des confrères, des consoeurs dans, chaque édition et ça en fait, ça donne un visage humain à l'email et c'est quelque chose qui est généralement, très apprécié par les lecteurs. Et dernière chose, il me semble, non, c'est pas la dernière chose, avant-dernière chose, pardon, Contalib partage dans sa newsletter ses derniers articles de blog. Donc ça, c'est une stratégie vieille comme le monde, mais qui est très pertinente. L'idée, encore une fois, est de regrouper tous les formats sur cet email. Et dernière chose, ils mettent aussi en valeur non seulement les collaborateurs, mais aussi les clients et ils partagent, des interviews vidéo de leurs clients, qui, témoignent de la qualité de leur outil. Donc en fait, ça fait quand même un paquet de choses dans un seul email. Ça fait un podcast, un jeu concours, un collaborateur mis en valeur, un client mis en valeur et plusieurs articles de blog, partagés avec le lectorat. Et je pense que même si c'est beaucoup de choses, c'est une excellente pratique parce que c'est un peu comme une espèce de vide-grenier dans lequel on met plein de choses, chaque chose ayant de la valeur et qu'on laisse le lecteur ou la lectrice choisir, les choses qui sont les plus pertinentes pour lui ou pour elle. Mais l'idée de la newsletter, ce que j'ai envie que vous reteniez de ça, c'est que l'idée de la newsletter, c'est vraiment, d'être un peu le point central, le centre névralgique du partage des contenus sur un format statique et qui permet du coup de rappeler aux gens: «Ah bah, voilà, sur le dernier mois ou sur les 2 dernières semaines, voilà tout ce qu'on a produit», que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre blog, sur notre chaîne YouTube et voilà, vous l'avez tout dans un format email condensé, designé, simple à digérer. À vous de voir ce que vous voulez consommer, ce que vous voulez visualiser ou non. C'est vraiment, à ça, à mon sens, aujourd'hui, que sert une newsletter. C'est, d'être un petit peu le point de rayonnement de toute la valeur produite par la marque, l'entreprise, le cabinet, pour permettre aux lecteurs et donc aux clients, aux futurs clients, à l'audience, de s'y retrouver et de choisir ce qui fait le plus sens pour elles. Au-delà de, du coup, partager le contenu, bien sûr, une newsletter, bah, ça a un objectif, business, un objectif, de rayonnement, de la marque, mais aussi de valorisation des expertises et potentiellement, de conversion des lecteurs en clients, si jamais, bah, il y a une pertinence, pour eux à collaborer avec vous et donc, en fait, pour suivre les performances, d'une newsletter, il y a plein d'indicateurs qu'on peut suivre. Le premier indicateur, c'est, un indicateur qui, vise à mesurer la bonne santé de votre nom de domaine et de votre base d'email, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est, le nombre de newsletters non délivrés divisé par le nombre total d'emails envoyés fois 100, c'est un pourcentage. Et l'objectif, c'est d'avoir un taux de rebond d'email le plus faible possible, bien évidemment, parce que, le taux de rebond signifie que, votre email n'a pas atteint son destinataire, concrètement. Enfin, le rebond plutôt. Alors comment éviter cette situation? Il y a plusieurs choses qui causent un taux de rebond élevé. La première, c'est que en fait, les emails auxquels vous envoyez votre newsletter n'existent pas ou ne n'existent plus. Donc c'est important de nettoyer sa base de données, sa base d'emails régulièrement.
Hem, D'autre part, c'est important enfin aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de passer à travers la barrière des spams, mais vous pouvez le faire en utilisant la fonctionnalité notamment du double opt-in. Hem, Parce que alors non, en fait, c'est 2 choses différentes, pardon. Le domaine déjà, que vous utilisez pour envoyer vos emails, plus vous envoyez des emails à des gens, plus vous risquez d'être considéré par, Google ou Outlook pas comme un spammer. Donc en fait, hem, c'est souvent une bonne pratique de créer un domaine alternatif pour envoyer sa newsletter versus le domaine d'email, classique que vous utilisez comme adresse mail pour vous et vos confrères, vos consoeurs et l'ensemble de vos collaborateurs. Ça, c'est une chose. Ça permet d'éviter potentiellement de finir en spam ou en tout cas d'amoindrir, d'affaiblir la délivrabilité de vos emails avec votre domaine principal. Et deuxième chose, parfois, quand les gens s'inscrivent, à votre newsletter, et ben, ils se plantent dans, l'entrée de votre, de leur adresse mail ou, ils changent d'avis et donc du coup, utiliser le double opt-in, à l'inscription, c'est une bonne manière de réduire, les erreurs et donc de réduire le taux de rebond théoriquement. Le double opt-in, c'est simplement que, bah, la personne s'inscrit à votre newsletter, donc elle remplit son adresse mail dans le champ dédié. Elle va recevoir un premier email qui lui demande de cliquer sur un lien pour valider, sa décision d'inscription à votre newsletter et si jamais vous arrivez à la faire passer par ces 2 étapes, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de taux de rebond. Donc c'est quand même beaucoup plus safe que le simple, 1er niveau d'inscription dans votre formulaire sur votre site qui peut d'ailleurs être buggé ou ne pas marcher toujours. Les indicateurs de deuxième niveau, eux, ils servent à mesurer l'intérêt vis-à-vis de vos contenus. Donc au-delà de la bonne santé de votre base, c'est le taux d'ouverture. Combien de personnes vont ouvrir l'email que vous leur avez envoyé? Le CTR, click-through rate, donc le taux de clic sur, les liens que vous intégrez dans votre newsletter et le taux de désinscription, donc combien de personnes, au total, sur la base de vos récipients, bah, se désinscrit à chaque édition que vous envoyez. Et ces 3 indicateurs, ils sont déjà un petit peu plus représentatifs de la qualité de votre newsletter, bien sûr, puisque, bah, d'une part, le taux d'ouverture, ça montre l'intérêt des gens, vis-à-vis de votre, email, mais aussi, de votre marque. Le CTR, ça montre la pertinence des contenus que vous partagez puisque, bah, les gens cliquent seulement sur les liens qui sont pertinents pour eux et le taux de désinscription, ça montre si vous parlez de choses qui sont pertinentes ou non pour, votre lectorat. Comment concrètement améliorer son taux d'ouverture? Bah, première chose, tester l'objet de l'email en permanence. Il y a cette pratique qu'on appelle l'A/B testing avec laquelle vous êtes peut-être déjà familière, qui consiste à, diviser sa base d'envoi, sa base de newsletter, enfin sa base d'email plutôt en 2 et à la première base, donc les 50 des gens, on envoie une newsletter avec tel titre, titre A et à l'autre base, on envoie une newsletter avec le titre B et en fonction des performances, des 2 titres, bah, on va adapter ensuite, les envois au reste de la base. On fait ça sur des petits échantillons, et donc s'il y a un titre qui performe bien mieux qu'un autre, on envoie ce titre-là, enfin cet email-là avec ce titre-là, au reste de la base pour optimiser le taux d'ouverture. C'est aussi, une bonne pratique de travailler le texte, qu'on prévisualise quand on reçoit un email dans sa boîte mail, pour le rendre un petit peu intriguant et punchy et c'est toujours, pratique et c'est toujours généralement efficace de tester les horaires d'envoi parce que votre audience a tendance à généralement ouvrir ses emails, non professionnels et les newsletters à une certaine horaire de la journée. Pour certains, c'est le matin en arrivant au bureau parce que c'est la première chose qu'ils vont faire, parce que c'est une veille qu'ils font dans le cadre de leur, travail professionnel. Pour d'autres, c'est plutôt le week-end, le soir, parce que c'est, du contenu qu'ils vont lire hors de leur, cadre professionnel. C'est important de le savoir parce que ça vous permet, de leur envoyer votre mail au bon moment et d'éviter de ne jamais être lu. Comment améliorer son taux de clic? Ben, c'est, encore une fois grâce à l'aide du design. C'est toujours, efficace de hiérarchiser les éléments les plus importants pour accompagner la lecture, d'utiliser des boutons, par exemple, qui sont, colorés et vifs pour inciter les gens à cliquer et consulter un lien et rendre donc du coup ce que j'appelle les CTA, les call to action plus visibles. Call to action, c'est l'appel à l'action, donc justement l'appel au clic sur, un bouton ou un lien. C'est important de les rendre visibles, que ce soit par la couleur, par des emojis, par, des éléments, particuliers
et en parallèle, le copywriting, donc la manière dont vous présentez les éléments cliquables, la manière dont vous écrivez le texte qui va inciter la personne à cliquer ou non, fait toute la différence. Et enfin, il y a les indicateurs du troisième niveau. Le troisième niveau, c'est, le niveau, entre guillemets «de fin». Donc il y avait le taux de rebond dont on parlait au début, mais il y a aussi le taux de délivrabilité. Le taux de délivrabilité, c'est, attendez, je vais voir si j'ai non, OK. En fait, OK, on va passer cette slide. L'indicateur, pardon, de troisième niveau, c'est le taux de délivrabilité. Donc en fait, dans quelle mesure vous arrivez à passer, à travers la barrière des spams, au-delà du rebond. Et ça, en fait, ça dépend de la légitimité que Google va associer ou Outlook va associer à vos emails. Et ça dépend de l'interaction de, vos lecteurs avec votre newsletter au fur et à mesure du temps. Et plus les gens vont cliquer sur votre newsletter, l'ouvrir, plus vous allez avoir des chances de ne pas passer à la trappe. Donc ça demande encore une fois de bien travailler ces indicateurs de deuxième niveau. Dernière chose avant qu'on passe, à l'atelier pratique et aux questions, c'est comment recruter ses premiers lecteurs et faire grandir sa base d'abonnés. Alors là, plusieurs bonnes pratiques que j'avais à vous partager. La première chose, c'est de partir de vos réseaux existants. LinkedIn, base de clients, réseau de vos clients. Communiquez le plus possible et de manière hyper enthousiaste sur le lancement de votre newsletter. N'oubliez pas de communiquer sur la valeur que cette newsletter va avoir pour vos lecteurs potentiels, hein, que ce soit vos clients ou non. Mais c'est super important de partir de l'existant et d'utiliser vos amis, vos confrères, vos consoeurs, vos clients comme votre première base d'abonnés et de fans. Parce que c'est vraiment eux qui vont vous aider à développer, la qualité et la respectabilité de votre contenu. Deuxième chose, communiquer fréquemment. Alors autant je vous ai dit que c'est pas important de s'astreindre à un rythme vraiment, millimétré pour l'envoi de vos newsletters, autant c'est important de communiquer autour de cette newsletter. Donc il faut mettre en place une routine de communication sur les réseaux sociaux notamment, je pense, pour pouvoir recruter de nouveaux abonnés. Voire des, campagnes de referral, donc du coup de référen enfin de partage de votre newsletter pour réussir à gagner, encore une fois, de nouveaux abonnés. Et pour ça, vous pouvez mettre, votre stratégie enfin, vous pouvez planifier cette stratégie de communication sur les réseaux ou, en physique ou, au cours d'événements sur votre calendrier éditorial, qui est un module qu'on avait fait l'année dernière. Vraiment un levier de viralité qui marche à fond les ballons, c'est le bouche à oreille. Vos lecteurs, c'est vraiment vos meilleurs ambassadeurs. Donc dans chaque édition de votre newsletter, c'est super efficace, à la fin de l'édition, de faire un petit message, qui dit par exemple: «Est-ce que vous avez aimé cette, édition? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce et à la partager à X personnes dans votre réseau, ça nous aidera». Et en fait, on soupçonne peu, l'impact que ça a de demander aux gens qui reconnaissent déjà la valeur que vous leur délivrez, de leur demander de vous aider et de leur demander de partager votre contenu parce que si les gens sont satisfaits de la qualité de votre newsletter, ils le feront sans hésiter. Et vous pouvez aussi mettre en place des partenariats, donc qui consistent à partager, la notoriété, de votre marque ou celle d'une autre personne qui est reconnue comme experte sur son créneau, ou la visibilité d'une personne, donc bénéficier de la visibilité d'un expert en l'invitant à rédiger une tribune dans votre newsletter ou bien tout simplement en faisant de la promotion croisée. Vous faites la promotion de son contenu, lui fait la promotion, lui ou elle pardon, fait la promotion de votre contenu et tout le monde est content parce que chaque personne va attirer, et s'adresser à une audience plus large que son précaré habituel. Et vous pouvez, bah, encore une fois, surfer sur la popularité de vos invités. Si typiquement vous, écrivez, un article sur, le portrait, d'un avocat, reconnu dans son secteur d'activité, ou d'un cabinet, de votre cabinet, je ne sais pas, de quelqu'un au sein de votre cabinet qui, qui bénéficie d'une belle visibilité, d'une belle notoriété déjà, et ben, il faut, profiter de cette visibilité et demander à la personne de communiquer autour de votre newsletter, autour de vos contenus pour, attirer, un peu plus de lecteurs potentiels et en tout cas pour être visible auprès d'une nouvelle audience qui n'était pas la vôtre de base. Alors, la slide ne passe plus, qu'est-ce qui se passe? Mmh.
Pardon, pardon. J'ai fait des bêtises avec mon GIF, voilà. Et donc dernière chose, c'est les leçons de croissance par rapport à ma propre newsletter. Pour moi, la croissance, elle est venue, d'une part des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, hein, j'en ai conscience, mais j'ai systématiquement partagé des «cadeaux», entre guillemets, donc des petits outils, des templates, des contenus un petit peu, actionnables sur LinkedIn, en échange d'une inscription à ma newsletter. Typiquement, quand j'ai lancé la newsletter The Storyline, là, on peut voir, Heu, le spec de la newsletter, bah, j'ai promis aux gens de leur envoyer une toolbox avec des outils, dans la prochaine édition de la newsletter et ça m'a ramené plusieurs, centaines, d'invités, en à peine quelques heures et la deuxième chose, c'est les interventions et les partenariats et donc du coup, les interventions et les partenariats, eh bien, c'est, se faire inviter sur, des chaînes YouTube ou, sur des newsletters un peu plus conséquentes avec un peu plus d'abonnés pour pouvoir, adresser encore une fois une nouvelle audience et un nouveau lectorat potentiel. Ça, c'est vraiment, l'essentiel, c'est de savoir grandir avec des partenaires, avec des invités, avec, d'autres médias, pour, faire de la promotion croisée et atteindre une audience à laquelle vous n'avez pas forcément accès de base. Et alors dernière chose que je trouve super intéressante et c'est pour moi plus une piste de réflexion qu'une bonne pratique, mais que je voulais vous partager, c'est comment transformer sa newsletter en relais communautaire et c'est ce qu'a fait Ouzbek Erika, dont je suis très, très fan, qui est un média qui décrypte un peu le futur, qui décrypte le futur, les tendances, les signaux faibles, du futur et Ouzbek Erika a créé sur sa plateforme communautaire, qui est une plateforme sur son média, un espace sur lequel les lecteurs peuvent, poster des SOS. Les SOS, c'est simplement des questions et n'importe quel membre, de la communauté, donc n'importe quel lecteur d'Ouzbek Erika peut répondre à un SOS. Donc en donnant son avis, en apportant, des éléments de réponse à la personne qui a posé une question et les SOS sont systématiquement repartagés dans la newsletter. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'évolution des newsletters ces dernières années et l'évolution prochaine des newsletters, c'est de devenir, des relais communautaires, des relais, des besoins des membres, donc les lecteurs qui vraiment prennent ce statut de membre d'une communauté pour démultiplier la valeur qu'on leur apporte et par ce biais, de manière un petit peu vertueuse, bénéficier, d'une image, positive dans l'inconscient des lecteurs, qui vont, donc, bah, assez spontanément et naturellement, développer un attachement, très émotionnel à votre marque. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai mis du temps. On va passer aux questions, mais avant ça, bah, merci pour votre attention. Je vous ai préparé un petit document, donc je vais vous repartager le lien, dès que j'arrête de partager. Mais c'est un modèle, template de, d'atelier de préparation d'une newsletter, qui contient des questions que vous pouvez vous poser. Hop, je vous le mets ici. Des questions que vous pouvez vous poser et que je vous invite à vous poser, quand vous lancerez votre newsletter. Voilà, le lien est dans le chat. J'espère que c'est bon. Et puis, ouais, il me reste qu'à vous remercier et à aller voir si vous avez des questions. Beaucoup trop. Donc Marie qui nous dit qu'elle est abonnée à beaucoup trop de newsletters, 20 à 40. Marc, Dalloz, Lamy, cours de cassation, ouais, plusieurs newsletters d'infos. Ouais, mais c'est clair, hein, franchement, on est tous inscrits à énormément, énormément de newsletters. Moi, j'ai plusieurs questions. Noémie, merci. Tu parlais, d'outils de newsletter. Est-ce que tu peux nous redonner les Les outils, outils les dont j'ai parlé? solutions, savoir si elles sont gratuites, payantes? Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'utilise Mailjet, au barreau Ouais. des Hauts-de-Seine, Mmh. qui est un concurrent de Mailchimp, mais grosso modo avec le même système. Bon, on va passer sur l'outil Microsoft Click Dimension, mais on est toujours un peu sur le même. Voilà, si tu as des bons outils et des tuyaux à ce niveau-là. Yes, alors, moi, du coup, pour The Storyline, j'utilise, Substack. Mais pour, la newsletter de Communo, qui est une autre, boîte, pour laquelle, dont je gère le marketing, j'utilise un outil que j'ai découvert assez récemment et que je teste encore, d'une manière, ça s'appelle Flodesk. Alors Substack, c'est gratuit.
Mais si jamais vous voulez utiliser Substack pour créer une newsletter payante, dans ce cas, Substack va prendre un fee, donc des frais sur chaque, paiement que vous facturez, pour chaque newsletter, enfin chaque abonnement que vous facturez. Et Flodesk, c'est payant. Alors, je ne sais plus exactement combien ça coûte. J'ai envie de dire que ça coûte une vingtaine de dollars par mois. Mais c'est un outil qui est très complet, plus que Substack clairement, qui permet non seulement d'envoyer des newsletters, mais aussi de créer des landing pages, donc des pages web statiques sur lesquelles on va capturer des adresses mail typiquement, de créer des formulaires de contact et de créer ce qu'on appelle des workflows, donc des séquences automatisées d'emailing, en fonction de critères précis. Ça, c'est, je trouve, assez puissant. Mais je sais que c'est des choses qu'on peut aussi faire avec un Mailchimp typiquement ou, potentiellement un Mailjet. OK, merci. J'ai encore d'autres questions, Mmh. justement par rapport au spam et autres, il y a un peu des bonnes pratiques, je crois, sur le ratio de taux de texte et d'images, par exemple. Quelles sont un peu les bonnes pratiques? Alors ça, pour être honnête, j'ai longtemps été, d'avis que, le ratio image, texte et cetera était important et je me suis longtemps contrainte à respecter certains codes. Mais aujourd'hui, je le fais plus du tout. Pour moi, c'est plus, ce qui est important, c'est plus, la première validation de l'email. Donc en fait, c'est tout bête, mais quand on demande à la personne de s'inscrire, c'est bien de lui dire, donc de faire d'opter pour cette option du double opt-in. Parce que du coup, la personne entre son email, on lui pose un petit mail: «Vous devriez avoir reçu un email pour confirmer votre inscription. Allez faire un tour dans vos spams si ce n'est pas le cas» et comme ça la force à aller déjà dans ses spams, et à éventuellement sortir, l'email initial des spams. En fait, c'est plutôt une question d'email initial qui est reçu et de comment il est ensuite catégorisé par, la boîte mail, qui reçoit toutes les communications. Et après, il y a aussi un gros sujet sur, hem, l'usage, des mots dans le titre de l'email. Et en gros, un truc qui est vraiment rédhibitoire, c'est d'utiliser des éléments de promotion comme, promotion, gratuit, seulement quelques jours, des choses comme ça. Parce que ça aujourd'hui, typiquement, Google a appris à reconnaître et à, pénaliser ce type de, mmh, ce type de mots, parce que, c'est directement assimilé à du spamming ou du coup, de la promotion, de l'autopromo pour une marque, ce qui est pas ce qu'encourage Google aujourd'hui. Et typiquement, il y a aussi un grand débat sur les points d'exclamation et les points d'interrogation, sur la ponctuation en général, qui parfois, est considérée par certains, mais pas par tous, comme pénalisante aussi dans les titres d'email. OK, bah, c'est bon à savoir. Donc Pas de plutôt problème. pas de point d'exclamation et pas de point d'interrogation. Plutôt pas de point d'exclamation, pas de point d'interrogation. Il y a même un débat sur les emojis. Moi, personnellement, j'en utilise beaucoup, et je n'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir trop, souffert, de la poubelle à spam. Mais, tout ce qui laisse à penser que, vous êtes en train d'essayer de faire une promotion ou de promouvoir un produit ou service, ça passe direct à la trappe. OK, merci. Et qu'est-ce que tu considères comme être un bon taux de délivrabilité et un bon taux d'ouverture? Oui, ça c'est du coup, je vais faire une réponse de normand, mais ça dépend vraiment de l'industrie, de la base d'email et cetera. Je sais que typiquement, j'ai pas envie de balancer un chiffre comme ça au hasard. Alors je pense que pour tout email qu'on envoie, il faut absolument que le taux de délivrabilité pour le coup soit en dessous de 5, OK, voire 2. Sinon, ça commence à être un petit peu conséquent et c'est plutôt mauvais signe. Après sur le taux d'ouverture, il y a beaucoup de paramètres qui changent, mais je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les industries, c'est une énorme généralisation et enfin, clairement, c'est une bêtise, mais
je pense dans pas mal d'industries, les newsletters un peu leaders, qui marchent vraiment bien, je pense elles plafonnent sur des taux de 40, entre 40 et 60 de taux d'ouverture, ce qui est déjà vraiment pas mal. Ouais, c'est énorme même déjà. Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de newsletters, même des newsletters de marque, qui atteignent ces taux d'ouverture. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une omerta sur les taux des newsletters. C'est quelque chose qui est gardé assez secret, personne ne s'en vante, personne ne communique, donc très difficile de savoir, à part en se basant sur ses propres résultats. OK, merci. On De a rien. peut-être des questions dans notre assistante. Mmh. Je vous ai assommé. Moi, effectivement, bonjour, j'ai une petite question. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, il se trouve que ça m'avait vraiment intéressée parce que j'ai fait ma première newsletter, ce mois-ci Trop bien. et je m'interrogeais, sur, alors j'ai loupé les quelques premières minutes, donc peut-être que vous en aviez parlé en introduction, mais du RGPD. Oui. Alors en fait, j'ai fait vraiment la bonne élève en n'inscrivant pas d'office, mes clients Ouais. actuels. Mmh. Et donc je leur ai envoyé un formulaire avec Sendinblue et Ouais. 2 se sont inscrits, quoi. Donc voilà, donc j'ai quand même envoyé par mail, classique en fait, à la newsletter. Ouais. Mais voilà, je me demandais si j'avais bien fait ou si, je pouvais faire comme certains autres. Alors pour le coup, moi j'ai des confrères qui m'ont inscrit d'office à leur leur newsletter. Donc voilà, je sais pas trop comment Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais le c'est un la gros pratique sujet. là-dessus. Ouais, bah, bravo d'avoir respecté la loi. Mais du coup, en effet, parfois, on se retrouve un petit peu, démunis quand on fait ça. La RGPD, c'est quand même un sacré gros morceau et un sacré gros sujet. Hem, L'idée étant de se dire, ouais, en effet, que, bah, il faut le consentement des personnes avant de, prendre contact avec elles, pour une visée, commerciale, marketing. Hem En sachant qu'il y a quand même une espèce de, entre guillemets, «faille», à cette notion de consentement qui est, comment ça s'appelle? La cause légitime, l'intérêt légitime, je me souviens plus exactement, mais qui consiste à dire que, on peut, en tant que marque, contacter une personne, si on peut justifier de, la légitimité, de l'intérêt qu'elle pourrait avoir dans notre marque et dans notre offre et nos services. Donc si c'est, vos clients à la base, je pense que vous pouvez faire comme vos confrères et vous permettre de déjà renvoyer à la base de clients actuels que vous avez ou de gens qui sont dans votre base d'emailing. Je pense que ce qu'il faut absolument pas faire, et là, ce qui est vraiment à éviter à tout prix, c'est plutôt d'aller scraper des bases de données, de manière un peu sale sur LinkedIn, sur Facebook, sur les réseaux extérieurs et à balancer des emails à tous ces gens-là. Parce que ça, pour le coup, en effet, c'est pas hyper RGPD friendly et de toute façon, vous aurez sûrement des performances hyper mauvaises sur, le taux d'ouverture, le taux de livrabilité. Mais si c'est une base d'email existante que vous avez déjà, je pense que du coup, on peut se permettre un petit écart, et encore, est-ce que c'est vraiment un écart? On peut se permettre un email et une première newsletter avec vraiment de manière très visible. Vous recevez cette newsletter parce que vous faites partie de, notre base d'email pour telle ou telle raison. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, cliquez par ici et du coup, je pense que cette approche-là, elle montre la possibilité de se désinscrire à tout moment et à mon sens, ça c'est, RGPD, compliant. D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à cette Pas option. de Merci problème. beaucoup. Mais c'est vrai que en règle générale, ce sera toujours plus difficile d'amener les gens à réaliser une action plutôt que de leur envoyer un truc, enfin, c'est compliqué et les gens proactivement en plus, bah, ça revient à ce qu'on s'est dit au début de la présentation, les gens sont épuisés, ils sont noyés sous les newsletters, on est tous abonnés à 40, différentes newsletters donc si en plus vous leur dites: «Est-ce que vous voulez bien vous abonner à ma newsletter? Allez-y, faites ça par là». C'est vrai que je pense qu'il y en a peu qui seront en mode: «Ah chouette, encore une newsletter, je vais m'abonner de ce pas». Il y a quand même peut-être des petites, des incitations à avoir, donc soit leur proposer de fait
et leur permettre de se désinscrire, soit leur offrir de la valeur en échange. Donc typiquement, moi, ça rejoint mon lancement quand j'avais proposé la boîte à outils en échange de l'inscription à la newsletter ou des choses comme ça. Mais il faut toujours motiver les premiers inscrits et une fois que les premiers inscrits, sont satisfaits et ont vu la valeur, là, du coup, bah, on peut continuer à, on peut commencer à miser sur le bouche à oreille et sur la «viralité» entre guillemets. Merci. Mais de rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, visiblement pas d'autres questions. Alright. Bah, si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on termine ce petit atelier pratique et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un atelier sur les podcasts et le stream. Voilà, Absolument. à la même heure, le 8 février à 12h30. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Mais merci Noémie pour ces éclairages et puis à bientôt alors. À très vite. Merci Merci pour beaucoup. tout. À Merci bientôt. Au Au revoir. revoir.